Bienvenue sur ce nouvel épisode de Préhistorex. Aujourd'hui, on se retrouve à Locmariaquer, dans le golfe du Morbihan, pour le tout dernier lieu de la saison, le tumulus de Manéarouerk. Restez bien là, on se retrouve directement après le générique. Je vous présente le tumulus de Manéarouerk. Il s'agit d'un monument mégalithique qui date de -4500 à -4000 avant notre ère, soit des débuts du néolithique en Bretagne. Ce tumulus ovoïde est gigantesque, même si ça se voit plus forcément maintenant parce que la ville a un peu grignoté sur le monument, mais il fait 10 mètres de haut pour 100 mètres de long, ce qui est vraiment énorme. Il appartient au célèbre trio de tumulus carnacéens, comprenant le tumulus de Tumiac et le tumulus Saint-Michel à Carnac. Ce sont des sépultures colossales qui ont donné leur lettre de noblesse au néolithique, non seulement par leur taille démesurée, mais aussi par l'extrême richesse de leur mobilier funéraire. C'est même avec ces trois tumuli que le terme néolithique a été proposé par le préhistorien John Lubbock en 1865. Les objets polis étaient tellement différents de ceux qu'on avait retrouvés auparavant qu'on en a conclu à une nouvelle période un petit peu différente de la préhistoire. Manéarouerk a été fouillé pour la première fois en 1863 par René Gall et le mobilier funéraire était tel qu'il a été présenté à l'exposition universelle de 1867. Tout comme le tumulus de Tumiac, Manéarouerk est un lieu capital du néolithique. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des tombes gigantesques, prévues pour une seule personne et avec un mobilier funéraire vraiment très riche. Par conséquent, ça implique qu'il y ait eu un illustre personnage de cette époque à avoir été enterré dans ces sépultures. Même si certaines sépultures peuvent avoir des tailles plus modestes, ce sont des tombes qui sont prévues pour être vues de très loin, non seulement par leur taille démesurée, mais aussi par leur emplacement. Les sociétés néolithiques ont presque toujours privilégié les points les plus hauts de leur environnement pour construire leurs espaces funéraires. À cette époque, sachant qu'on est plutôt sur des paysages de prairies, les trois tumuli carnacéens étaient observables où qu'on se trouvait dans le golfe du Morbihan. Et ça, c'est une spécificité du monde néolithique. Installé sur un territoire, contrairement au paléolithique où il est nomade, l'homme a ressenti la nécessité de marquer son territoire pour montrer aux autres communautés son appartenance à une terre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le néolithique, c'est aussi un changement d'état d'esprit de l'homme. En ayant plus de confort, de sécurité, de possession, mais aussi en domestiquant les plantes et les animaux, il devient en quelque sorte, de son point de vue, le maître de la nature et il se met à avoir des idées de grandeur, ce qui peut expliquer en partie le gigantisme de ces sépultures. Ce monument a particulièrement bien survécu au temps et a été assimilé, comme beaucoup d'autres avant lui, à des légendes locales. Donc avant d'aller voir ce qui se trame à l'intérieur, je vais vous raconter la légende de Manéarouerk, la colline aux fées. On raconte qu'une veuve a dû laisser partir son fils à la guerre,
Ne le voyant pas revenir, elle passait ses journées à la pointe à attendre son retour. Une femme, qui était en réalité une fée, arriva un jour et lui fit rassembler un tas de pierres en lui conseillant de revenir le lendemain. À son réveil, la veuve fut surprise de trouver une colline à la place du tas de pierres, colline sur laquelle elle monta observer le rivage et vit enfin son fils revenir de campagne. Donc sur ce, on va aller visiter l'intérieur. L'escalier n'est bien sûr pas d'origine, il a été construit au XIXe siècle après les premières fouilles pour faciliter l'accès à la chambre funéraire qui n'est pas tout à fait un dolmen, mais plutôt une ciste, un coffre funéraire sans couloir d'accès donc. Comme pour tous les tumulus carnacéens, on a retrouvé un mobilier funéraire d'une grande richesse, plus de 100 haches polies dont 10 en jadéite, 3 pendeloques en varicite et un anodisque, et ça on y reviendra tout à l'heure. On a remarqué que le mobilier funéraire avait été soigneusement mis en scène, mêlant objets de pouvoir avec une symbolique religieuse, voire ésotérique. Pour vous donner un exemple, 3 des haches polies qu'on a retrouvées ici ont été volontairement brisées. Et ça marque qu'un rituel a été pratiqué. Un rituel dont la portée nous échappe forcément aujourd'hui, mais on peut imaginer, entre autres, qu'on les ait brisés pour s'assurer une utilisation exclusive du défunt dans l'au-delà. On a également retrouvé une hache polie imbriquée dans un anneau, et là la symbolique est quand même suffisamment évidente pour que je vous fasse pas un dessin. Et maintenant, on va en revenir à ces fameux anodisques. Ce sont des objets de pierre extrêmement polis, parfois au point de révéler des transparences entre les matières. Il s'agit d'un objet mystérieux dont on n'est pas tout à fait sûr de la fonction. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que leur production s'étend de -5200 à -4000, soit vraiment des débuts du néolithique. C'est un objet qui trouve son origine en Méditerranée et dont la diffusion a lentement percolé du sud vers le nord. On a même découvert un site de débitage d'anodisques au mont Viso dans les Alpes. On y trouve même des ébauches de taille. Les anneaux les plus anciens sont faits en jadéite et ce sont aussi les plus rares. On n'en trouve que 29 entre la Bretagne et l'Italie, dont 13 dans le Morbihan, répartis en 7 endroits. Alors ça ne veut pas forcément dire que ces objets étaient destinés à la Bretagne, mais ça reste un point de chute logique, un système d'échange de biens. En tout cas, si les anodisques en jadéite sont les plus anciens et les plus rares, on remarque qu'au fur et à mesure de leur diffusion, les populations locales ont commencé à avoir leur propre production avec les matériaux à disposition. Cet objet a priori anodin est donc tout particulièrement intéressant puisqu'il témoigne d'un véritable phénomène social qui montre à quel point les cultures néolithiques ont eu un impact les unes sur les autres. En ce qui concerne leur utilisation, la plus grande probabilité est qu'il s'agisse d'un bracelet qu'on aurait placé juste au-dessus du coude. C'est vrai qu'on a pu découvrir des corps avec ce genre d'objet autour du bras, notamment dans la nécropole néolithique d'Aubernais. Maintenant, le hic, c'est que tous les anneaux disques qu'on a retrouvés n'ont pas le trou central assez large pour y passer un bras. En partant de là, il est possible que, selon les cultures néolithiques, leur utilisation ait pu dévier d'un coin à l'autre. On parle quand même d'une utilisation de plusieurs millénaires, ce serait normal que les usages changent au cours du temps. On va quand même avoir quelques pistes en ce qui concerne leur symbolique. Pour ça, on va chercher du côté de la Chine, où du néolithique jusqu'aux premiers empereurs, ce genre d'anneaux ont circulé et ont représenté le soleil.
En Guinée également, où l'anneau disque serait symbole du féminin. Pour en revenir à la sépulture, celle-ci est un petit peu différente de celle qu'on a eu l'habitude de voir à travers les épisodes, puisqu'il n'y a pas d'orthostate, pas de grandes dalles qui viennent soutenir la structure, mais bel et bien un enchevêtrement de petites pierres et de dalles horizontales. Au vu de la configuration de l'architecture, pas de gravure bien sûr. En revanche, lors des premières fouilles, on a trouvé une stèle gravée, brisée en trois, qui gardait l'entrée. Une stèle extrêmement riche en gravures, écusson, hache polie, crosse, anneau, tout le corpus de signes qu'on connaît bien maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que des études ont été menées sur cette stèle parce que plusieurs des gravures se confondaient. On a donc cherché à savoir s'il s'agissait de quelque chose de délibéré ou si un graveur tardif avait repris le motif pour le retransformer. Pour ça, on a étudié les percussions des gravures. En fait, chaque graveur va avoir une signature de percussion, c'est-à-dire qu'il va graver selon une inclinaison qui lui est propre. En sachant ça, on peut réussir à connaître le nombre de graveurs qui ont travaillé sur une œuvre. Ou si, par exemple, il y a eu un graveur tardif qui a repris un motif pour le transformer. Avec toutes ces techniques, on a réussi à savoir que la crosse avait été conçue par un premier graveur, puis reprise et transformée en hache emmanchée par un deuxième. En sachant qu'on est déjà tombé là-dessus sur d'autres gravures, des crosses transformées en hache emmanchée, on peut tout à fait imaginer qu'au cours du néolithique, il y ait eu un changement des représentations des objets de pouvoir, qu'on passe dans un premier temps de la crosse à la hache emmanchée. Ce qui reste tout à fait normal puisque le néolithique, encore une fois, se passe sur des millénaires et donc forcément les usages, les coutumes vont lentement se transformer. On arrive à la fin de cet épisode, mais aussi de la saison. J'espère que tout ça vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur le néolithique. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la deuxième saison.